Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, avec des experts ou des personnalités, nous explorons l'actualité internationale, africaine, nationale via un prisme du Sud. Bref, un regard alternatif du Maroc et du continent. C'est à Belém, au Brésil, que je vous emmène aujourd'hui, où le monde entier s'est réuni pour tenter une fois de plus de s'entendre pour limiter les changements climatiques avec la COP30, une COP pas comme les autres, où d'emblée a résonné la colère du président Lula face aux absents, aux grands absents, les États-Unis notamment, considérés comme l'un des plus grands pollueurs de la planète. La COP des COP, comme certains l'appellent, marque les 10 ans de la COP 21 et de l'accord de Paris. Jamais dans l'histoire des négociations climatiques, le sort de cette grand-messe n'a été aussi imprévisible. COP des COP, car elle se tient aussi à l'orée de l'Amazonie, forêt symbole assiégée par la pollution mondiale. Lors de cette COP 30, l'Afrique souhaite, elle aussi, cette année, plus que les autres, faire entendre sa voix. Au cœur de ces enjeux, il y a effectivement ceux du continent, l'Afrique qui émet moins de 4% de gaz à effet de serre et qui paie pourtant le prix le plus élevé de cette fièvre du monde. Finances climatiques, justice climatique, gouvernance environnementale, les débats sont nombreux et virulents, mais pour certains, c'est aussi une bataille pour la démocratie. Sur place, le président congolais Félix Tshisekedi a clairement affirmé qu'au-delà d'une cause purement environnementale, il s'agit bien là d'une cause d'équité et de justice. Alors, comment faire pour que les États passent aux actes, notamment pour l'Afrique? Comment et par qui le continent défend-il ses intérêts lors de cette COP 30? Je propose d'en parler avec M. Juda Béaré-Soro. Il est conseiller en métrique climat-environnement et diplomatie verte et il est avec nous depuis Abidjan. Bonjour et bienvenue dans Alternative. Bonjour madame, merci encore pour l'opportunité. C'est un plaisir pour moi d'être là. Un plaisir partagé. Alors, 10 ans après l'accord de Paris, quel est l'objectif de la COP 30 cette année? Alors, donc l'objectif de la COP 30 cette année, aujourd'hui, c'est vraiment la mise en œuvre de la COP de Paris. Donc, on passe à l'action, de permettre aux différents pays de soumettre les CDN, donc leurs contributions déterminées au niveau national, qui va montrer l'état d'évolution par rapport aux objectifs qui étaient assignés, donc les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, c'est vraiment de passer d'une autre étape, euh, passer à une COP d'action, donc à la mise en œuvre aux réglementations, aux différents dispositifs qui étaient déjà mis par rapport à la COP de Paris. Aujourd'hui, c'est vraiment par rapport aux contributions déterminées au niveau national de chaque pays, de passer à l'action, de mettre un système de mise en œuvre, aussi de suivi d'évaluation des différents dispositifs. Alors, selon vous, quels sont les principaux enjeux de la COP 30 pour l'Afrique, en sachant que le continent émet très peu de gaz à effet de serre, mais paye finalement le plus lourd tribut? Pourquoi cette COP 30 est-elle importante pour le continent cette année? Alors, et bien évidemment, l'Afrique émet moins de 4% du carbone dioxyde dans l'atmosphère. Et aujourd'hui, pour nous, nous sommes soumis à vraiment des répercussions en termes d'impact climatique sur nos activités. Et moi, aujourd'hui, je dirais que c'est une opportunité. C'est vrai, le changement climatique a des conséquences, mais aujourd'hui, c'est une opportunité en termes de justice climatique de pouvoir se positionner, pourquoi pas, de sorte à pouvoir avoir les sources de financement additionnels par rapport aux processus de développement dans les projets de développement de l'Afrique. Donc, l'Afrique doit se positionner de manière plus stratégique, donc diplomatique, à pouvoir proposer des projets verts rentables, donc qui rentrent dans l'action climatique, de sorte à pouvoir faire face à tout ce qui est processus d'adaptation et d'atténuation des gaz à effet de serre ou du changement climatique au niveau de nos pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des outils, nous n'avons pas toutes ces capacités de résilience par rapport aux pays développés.
Donc, pour moi, la COP 30, donc c'est une opportunité pour nous à pouvoir saisir de manière plus stratégique, de passer à un processus de développement encore plus vert, donc engager notre processus de développement avec des propositions de projets verts bancables, donc avec tout ce qui est tous les partenaires qui sont présents. Donc même Amazon même est présent pour pouvoir porter l'action climatique envers les pays du Nord, donc envers l'Afrique. Donc moi aujourd'hui, c'est l'opportunité pour les pays africains de pouvoir se positionner de manière stratégique à pouvoir bénéficier des sous des financements avec des avantages considérables par rapport au D'accord. financement qu'on a habituellement. Alors, on va continuer à parler de ce positionnement stratégique de l'Afrique et aussi, surtout, de la marge de manœuvre des délégations africaines représentées à Belém. Mais avant, on va continuer de faire ce bilan et de faire un état des lieux sur l'impact de ce changement climatique sur le continent. Quels sont les secteurs les plus touchés par le changement climatique en Afrique? Aujourd'hui, le secteur le plus touché, on est tous conscients, c'est vraiment l'agriculture. C'est vraiment l'agriculture qui est vraiment le secteur le plus touché. Et cela se ressent très bien parce qu'on a des zones aujourd'hui où il y avait de fortes pluviométries, où ces zones sont face à une pluviométrie encore plus moins, où on a les zones un peu plus désertiques, où on a les fortes canicules, donc il fait encore plus chaud. Donc nos populations, nos communautés ont encore du mal à pouvoir exercer le temps de travail qu'ils avaient habituellement. Donc, c'est encore plus difficile. Et aujourd'hui, il y a un secteur aussi qu'on met en marge qui est le secteur d'élevage parce que la ressource en eau, elle devient encore plus rare à cause de la sécheresse. Donc, c'est un moyen pour nous aujourd'hui de pouvoir bénéficier de financement, pouvoir chercher des projets d'adaptation aussi bien pour le secteur agricole que le secteur élevage, parce que vraiment, le secteur alimentaire, c'est un secteur qui vraiment nourrit l'Afrique. L'agriculture, l'élevage, victime de la sécheresse, est un facteur qui évolue en permanence. Est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui pour d'autres changements climatiques à venir dans le contexte que vous venez de décrire? Aujourd'hui, c'est ce qui est dommage, c'est vraiment la triste réalité parce que on n'a pas cette capacité de résilience. Tous les pays africains n'ont pas cette capacité de résilience au changement climatique. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'est même plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre et les répercussions se font ressentir au niveau de l'Afrique. Et nous, on doit parler un objectif commun, donc on doit parler de l'Afrique et pour le développement de l'Afrique. On doit parler ensemble parce que même avant d'y aller à Belém, avant d'aller à la COP 30, il devait y avoir des consultations au niveau de l'Afrique pour pouvoir voir les pays qui sont vraiment touchés par rapport à leur contribution au niveau national, de pouvoir exposer et aller défendre les objectifs communs, donc parler de développement commun, donc parler de développement de projets verts qui vont vraiment impacter les communautés, donc impacter positivement. Ne cherchons pas seulement à avoir les projets de développement technologique, mais il y a des personnes, des populations qui sont encore les plus touchées, ce sont les populations en zone rurale, parce qu'ils n'ont pas cette capacité de résilience à ces bonnes pratiques d'élevage, à ces pratiques d'agriculture, et ces dommages se font encore de plus en plus ressentir, parce que la sécheresse, c'est une triste réalité dans certaines conditions. Et de l'autre côté, il y a l'extrême pluviométrie, donc l'inondation qu'on a tous connue l'année dernière en Mauritanie, où plein de villages, de communautés étaient face à l'inondation, n'ont pas de capacité d'adaptation ou d'atténuation de cet effet des changements climatiques. Donc, cette capacité de résilience est encore vraiment minime. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire à ce niveau. D'accord. Vous avez donné quelques exemples effectivement d'adaptation, la Mauritanie notamment. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'actions réussies pour s'adapter au climat sur le continent? Vous avez parlé d'un manque de résilience, mais il y a des projets qui malgré tout sont réussis et qui utilisent des moyens propres à la réalité aussi du pays. Oui, je prends par exemple en Côte d'Ivoire, ici nous sommes dans un processus de développement des projets verts. Donc, on bénéficie aujourd'hui
des financements verts additionnels pour la construction de BTS, dans des bus de transit rapide, des métros également, qui sont qualifiés comme des types de projets verts qui bénéficient à la population en termes de projets de développement, en termes de déplacement, d'assurer un peu le flux de déplacement des biens et des personnes. On a également eu en Côte d'Ivoire un type de financement, un projet qu'on appelle la centrale de biomasse au niveau de la Côte d'Ivoire, donc financé par une structure appelée BioVia. Donc, on a également des projets de centrales solaires qui bénéficient aujourd'hui à la population qui se trouve dans le nord de la Côte d'Ivoire où le climat, avec un climat favorable donc pour les communautés, donc l'énergie solaire qui permet aujourd'hui à toutes les communautés, à tous les villages aujourd'hui de pouvoir bénéficier de l'électricité et aussi de pouvoir, pourquoi pas, les vendre à des pays plus proches qui ont vraiment en ont besoin des sources d'énergie. Il y a également un projet au niveau de la Côte d'Ivoire, quand on parle de la décharge d'Akwédo, qui était une décharge à ciel ouvert qui polluait l'atmosphère en termes de contribution des gaz à effet de serre, également qui impactait les communautés au niveau sanitaire. Mais avec les sources de financement carbone, donc fin de financement vert, aujourd'hui, cette décharge a été utilisée aujourd'hui comme parc vert urbain avec une alternative de pouvoir transformer les sources de déchets enfouis en énergie durable, aussi un parc vert, donc profitable à la communauté, donc qui va permettre de pouvoir construire aujourd'hui des écoles, des hôpitaux. Donc aujourd'hui, la communauté en bénéficie en termes de projets d'adaptation, aussi d'atténuation des gaz à effet de serre. Et aussi, c'est toute la population en termes de santé qui en bénéficie parce que il y a des centres de santé de proximité. Et donc, c'est un bénéfice additionnel. Moi, voilà un peu un exemple un peu plus concret qu'on a au niveau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, à Belém, l'un des enjeux majeurs lors de cette COP 30 est celui de la justice climatique. Comment et en quoi l'Afrique est-elle concernée par cette justice climatique ou cette injustice climatique, j'ai envie de dire? Oui, l'Afrique est vraiment concernée parce que lorsqu'on se base seulement sur le potentiel d'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on constate clairement que nous émettons à moins de 4% par rapport à l'émission globale et par rapport aux financements qui sont disponibles. Et il y a des financements qui viennent au niveau de l'Afrique, mais par rapport à l'Europe, par rapport aux pays développés, le financement encore reste minime. Et c'est l'injustice que moi je pourrais qualifier ici, ce sont en termes de taux qui sont alloués aux différents sources de financement. Si il y en a des subventions, on a des dons, c'est vrai, mais en termes de grands projets de développement, il faille que les taux soient vraiment réduits à la baisse, de sorte qu'on puisse ressentir un peu l'effet de justice climatique, parce que nous, on émet peu de gaz à effet de serre et un retour en termes de décarbonation, stratégie de décarbonation, l'Europe, l'Asie pour les États-Unis, l'Afrique va combler ce déficit-là en termes de projets de développement vert. Donc, on va aussi engager nos processus de développement par rapport aux pays européens, par rapport aux pays développés. Donc, il y a de l'injustice. C'est vraiment en termes de justice, il faut que les sources de financement qui viennent en faveur des projets de développement vert, des projets verts, que ce soit reboisement ou le projet de développement au niveau des énergies décarbonées, il faut que ces sources d'énergie, ces sources de financement soient orientées principalement vers l'Afrique, de sorte à pouvoir combler le déficit d'émissions en termes de gaz à effet de serre entre les pays développés et l'Afrique. Alors, quand on parle de finances islamiques, on parle de financements aussi qui sont promis par les pays riches. D'abord, est-ce que ces financements arrivent vraiment en Afrique? Et d'autre part, est-ce que le fonds pertes et dommages peut vraiment, selon vous, contribuer à aider? Oui, les financements, et bien évidemment, les financements arrivent, mais avec certaines conditions relativement aux exigences de la banque, relativement aux exigences du bailleur. Et l'un des éléments qui est un peu plus dommage au niveau de l'Afrique, c'est la soumission des contributions déterminées au niveau national. Parce que lorsqu'on va à ces COP-là, on va
bien évidemment montrer un peu notre engagement en faveur de l'environnement, la protection du climat, mais lorsque les pays n'arrivent pas à pouvoir soumettre, donc montrer réellement les engagements, il faut que on est face à une difficulté pour ces bailleurs-là de pouvoir les octroyer un type de financement parce qu'ils ne montrent pas réellement les engagements. Donc, c'est vrai, les financements existent, mais pour avoir ces financements, il y a les critères de scalabilité, de solvabilité que ces bailleurs exigent. Donc, il faut que le continent africain puisse montrer, développer, élaborer des projets vers bancables à ces institutions, de sorte à être aptes à pouvoir bénéficier de ce sous-financement. Alors aujourd'hui, à la COP 30, à Belém, l'Afrique parle-t-elle d'une seule et unique voix? Et lors des COP en général, et surtout qui représente cette année le continent à Belém? Quelles sont les délégations officielles représentées? Et surtout, est-ce que la jeunesse dont vous faites partie est-elle présente? Oui. Au niveau de la COP, il y a plusieurs pays africains, que ce soit le président Tshisekedi, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire, les ministres. Tout le monde est motivé parce que on va pour un plaidoyer, on va pour un lobbying. Mais comme on l'a dit, on ne va pas au nom de l'Afrique, mais on va par rapport à nos objectifs, par rapport à nos réalités des différents pays. Et c'est ce qui est dommage. Parce que avant d'arriver à la COP, il faut qu'il y ait des consultations au niveau africaine, de sorte à aller défendre l'Afrique au niveau des objectifs. Mais il y a l'Union africaine également qui est là, qui parle par rapport à ces objectifs 2063 également. Donc, pour défendre un peu l'objectif de l'Afrique, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore plus de mobilisation, plus d'incitation au niveau africain, de sorte à parler de l'Afrique et pour le développement de l'Afrique avant de pouvoir défendre au niveau des intérêts plus personnels au niveau des pays. Et en ce qui concerne la jeunesse, il y a pas mal d'organisations au niveau sous-régional qui se mobilisent aujourd'hui. Il faut clamer pour aller défendre un peu toute la jeunesse. Aujourd'hui, on a quand même cela, la jeunesse est motivée à pouvoir se positionner relativement, à faire entendre sa voix. En Côte d'Ivoire, avant même cette COP, on a mené une consultation qu'on appelle Niambélé Bootcamp. Qui a réuni plus de 500 jeunes sur pratiquement une semaine à réfléchir pour les objectifs climatiques de la Côte d'Ivoire par rapport au nouveau type d'emploi qui peut être créé, par D'accord. rapport au sous des financements. Donc, on parlait d'emploi bleu, emploi vert. Donc, voilà un peu comment la jeunesse a pu se positionner par rapport à leur réalité. Très bien. Vous dites quand même qu'il y a qu'il faudrait plus d'anticipation, plus de mobilisation, plus de coordination lors de ces COP pour l'Afrique. Est-ce qu'il y a toutefois des pays du continent, on a évoqué, vous et moi, le Congo avec la présence du président congolais Félix Tshisekedi notamment, est-ce qu'il y a des pays dont la voix porte plus que d'autres et qui jouent un rôle important dans ces négociations climatiques? Dire qu'il y a des pays au niveau de l'Afrique dont la voix porte que d'autres, c'est vraiment représenter un peu les efforts que d'autres pays essaient de pouvoir faire parce que chaque pays a quand même ses objectifs à pouvoir mener ses réalités par rapport à son processus de développement. Mais chacun de nous a ses objectifs, donc mène ses actions relativement à ces CDN ou les PND, donc en Plan national de développement. Donc, je ne pourrais pas dire que cela, il y a des pays, peut-être la Côte d'Ivoire, mais le Maroc fait plus que d'autres, mais quand même, il y a des objectifs par rapport aux années précédentes que chaque pays essaie de pouvoir atteindre, donc de pouvoir dépasser, se surpasser. Et par rapport aux réalités de développement, et chaque pays aujourd'hui arrive à se positionner. Donc, je prends, c'est l'occasion aussi moi, de saluer aussi le Royaume du Maroc aujourd'hui qui mène beaucoup d'actions au niveau du changement climatique, au niveau de la formation des jeunes, au niveau de la formation sous-régionale sur les questions climatiques. Également, au niveau du Bénin, il y a aussi beaucoup de motivation au niveau des jeunes, la formation des jeunes sur la compréhension même des CDN, donc des contributions déterminées au niveau national, qui organisent des sessions de formation ouest-africaine. Donc, ce sont des initiatives qu'on salue, mais qui doivent être coordonnées, qui doivent être ajustées, de sorte à parler
un même objectif au niveau des différents corps. Des initiatives africaines que vous saluez. Dans ce contexte, les pays africains sont-ils toutefois assez préparés face, par exemple, aux grandes puissances pour défendre leurs intérêts? Par exemple, les États-Unis, grands absents, sont présents, eux, peut-être par des lobbies sur place, avec des argumentaires féroces. Comment ça se passe pour la préparation, les intérêts africains, les argumentaires défendus par ceux qui veulent défendre justement les intérêts du continent? Déjà, on passe sur les objectifs, on passe sur les objectifs. Donc, c'est plus des coopérations. Avant les plaidoyers, c'est plus des coopérations qu'on cherche, ce sont les lobbying. Donc, l'objectif des différents pays par rapport aux réalités qu'ils vivent. Et déjà, ils se préparent à identifier un potentiel de bailleurs, un potentiel de coopération qui peut tisser à leur niveau. Donc, il y a des consultations qui se font. Donc, relativement à l'évaluation même des CDN, donc des contributions déterminées au niveau national. Donc, voir seulement, voir à leur niveau, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui manque. Et on fait des consultations avec les jeunes aussi pour prendre les contributions des jeunes, la part des jeunes donc, au niveau de la lutte contre le changement climatique, au niveau du positionnement. Donc, regarder un plan stratégique à long terme, comment on pourrait se positionner. Donc, il y a cela, il y a cet état de fait. Il y a également, en termes de risques associés aux questions climatiques, ce sont des éléments qu'on n'arrive pas à voir qui renferment aussi en termes de perte de dommages, mais les risques associés sont très importants parce que aujourd'hui, il faut y avoir des capacités de pas évaluer les types de risques climatiques auxquels nos communautés font face, évaluer aussi en termes de pertes et de dommages par rapport au niveau des risques également. Cela va permettre de pouvoir aujourd'hui développer soit des projets, des programmes ou des stratégies nationales au niveau des différents pays, de sorte à avoir le bailleur potentiel, à avoir le financement qu'il convient, de pouvoir réduire en termes d'émissions, mais réduire le risque mais en termes de résilience au niveau de notre nation. Alors aujourd'hui, Judas Béharé Soro, est-ce qu'il y a à Belém, lors de cette COP 30, la COP des COP, des mécanismes en cours d'élaboration garantissant que les décisions de la COP profiteront vraiment aux populations locales et aux plus vulnérables, concrètement? Concrètement, cette COP, c'est vraiment la COP de la mise en œuvre parce que les mécanismes ont été déjà élaborés depuis la COP de Paris. Donc, tous ces mécanismes ont déjà été mis en œuvre, c'est vrai, été revus au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, la COP 30, c'est la COP de mise en œuvre. C'est vrai que nous avons réalisé des mécanismes, des instruments de financement et tout, mais aujourd'hui, c'est la mise en œuvre par rapport à ce qui a été dit. Donc, c'est une évaluation également, c'est un gap de pouvoir évaluer entre ce qui a été fait depuis ces 10 années et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait 10 ans après. Donc, il y a des mécanismes qui ont été élaborés, donc qui sont en cours d'élaboration, surtout par rapport au développement des projets verts, surtout par rapport à l'énergie renouvelable. Donc, c'est un pas aujourd'hui qui est très important pour l'Afrique parce que au niveau de l'énergie, l'Afrique dispose d'assez d'arguments pour se positionner. Donc, pourquoi pas créer au niveau de l'Afrique un hub du marché énergétique parce qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable, c'est la base. On passe aujourd'hui un potentiel d'énergie carbonée à des énergies décarbonées. Donc, aujourd'hui, l'Afrique, c'est un potentiel aujourd'hui que l'Afrique essaie de pouvoir évaluer, se positionner. Donc, c'est un argument qui va tenir au niveau de la COP 30 et d'où l'Afrique pourrait sortir vraiment avantageux. Alors, malgré tout, pour certains experts, les COP en général ne servent à rien. Est-ce que selon vous, Judas Béharé Soro, la COP 30 peut véritablement changer les choses, notamment lorsque l'on voit l'absence des plus grands pollueurs comme les États-Unis ou encore la Chine? Ouais. Aujourd'hui, l'absence des États-Unis, c'est de manière géopolitique, donc stratégique, de manière économique, parce que les États-Unis, c'est une grande puissance. Donc, s'il y a des embargos aussi dans certains secteurs, que ce soit au niveau
du transport aérien et tout. Donc, les États-Unis, de manière plus stratégique, va perdre beaucoup d'avantages. Donc, c'est un positionnement pour eux d'envoyer peut-être des boucs émissaires. On a quand même des personnes des États-Unis qui sont présents, mais c'est quand même plus stratégique parce que les États-Unis ne veulent pas montrer leurs faiblesses face au climat, sinon de manière plus géopolitique, ça a impacté un peu leur positionnement. Mais on a des boucs émissaires qui sont présents au niveau de la COP et ils vont permettre de pouvoir aussi faciliter des opportunités. Donc, on voit des opportunités au niveau de l'Afrique et l'Afrique a eu cette opportunité, a eu ce privilège de pouvoir aussi la saisir parce que aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en dans d'autres pays africains, les États-Unis arrivent à pouvoir Merci. investir, arrivent à pouvoir financer certains projets de développement. Merci infiniment, Judas Béharé-Soro, d'avoir été l'invité d'Alternative et d'avoir répondu aux questions sur cette fameuse COP des COP, la COP 30. Je rappelle que vous êtes conseiller en métrique, climat, environnement et diplomatie verte. Merci à vous. Je vous en prie. Et voilà, merci à vous. C'est la fin d'Alternative. Je vous dis à la semaine prochaine.